Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 octobre et évidemment l'ouverture du journal du jour se fera sur l'ouverture qu'a fait le Paris Saint-Germain à Montjuïc face au FC Barcelone, une victoire des Parisiens 2-1 alors qu'on va être honnête, Luis Enrique débutait le match avec un caillou et deux bâtons. Je veux pas manquer de respect aux jeunes du Paris Saint-Germain, mais on peut quand même dire qu'il y avait une classe d'écart entre les titulaires et certains remplaçants et c'est sans aucun doute la victoire collective qui est à considérer comme le petit chef-d'œuvre de Luis Enrique. Les larmes des rageux et des haters de l'entraîneur espagnol doivent être délicieuses. On parlera également de Monaco qui décidément est incroyablement imprévisible et qui a fait un beau match nul face à Manchester City. J'en reviens pas, voilà, tout simplement. On parlera ensuite de Medina, on en sait un peu plus sur sa blessure, de Julián Alvarez, où les Espagnols aiment bien l'envoyer à droite et à gauche alors qu'il vient de débarquer à Atlético, et enfin on clôturera le journal avec Marcus Thuram, mais ça nous permettra de faire une petite transition sur la trêve internationale qui approche, même si vous ne l'avez pas entendu venir. C'est comme un tueur en série qui doucement mais sûrement se faufile dans votre dos avant de frapper, voilà. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Les haters de Luis Enrique doivent se faire très discrets ce matin parce que sa victoire est incontestable. Ce match, c'est son chef-d'œuvre. Le Paris Saint-Germain se présentait diminué face au FC Barcelone, mais c'est une victoire 1-2 à l'extérieur pour les Parisiens, malgré une composition très remaniée. Les voilà justement les compos, et il n'y avait pas de Marquinhos, de João Neves, de Dembélé, de Désiré Doué, de Gvara. Ils sont tous titulaires normalement. Ça fait 5 absents, dont ton joueur majeur et Ballon d'Or. Alors en face, il manquait d'autres joueurs, évidemment. Rafinha, Gavi, Ferran Lopez, Juan Garcia, t'étais quand même diminué, faut le mentionner, mais un petit peu moins. Et moi je suis scotché de voir Mayulu et Mbaye porter l'attaque du Paris Saint-Germain. Et ce qui est le plus scotchant, c'est que sans vouloir manquer de respect à ces jeunes, tu te rends compte que c'est pas de futurs ballons d'or, c'est des joueurs qui techniquement ont sorti un match digne mais qui n'ont jamais été impressionnants. Et quant à Yamal en face, faut se mouiller la nuque parce que la différence elle est saisissante. Mais en attendant, les deux titis du Paris Saint-Germain, ils ont été irréprochables dans l'attitude, ils ont été généreux en effort et ils ont parfaitement compris ce que le contexte collectif du PSG leur demandait. Et c'est sans doute là où on voit la réussite fine et précise de Luis Enrique, c'est d'avoir mis en place un système où chaque joueur trouve sa place et où finalement les éléments sont entre guillemets interchangeables. Je dis entre guillemets parce qu'évidemment entre Mayulu et Ousmane Dembélé t'as une différence de qualité, reste que c'est Mayulu qui marque un but au cours de cette soirée. Sinon il y a quand même de grosses individualités du côté du Paris Saint-Germain. J'ai envie de parler des latéraux. J'attendais comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma le duel entre Nuno Mendes et Yamal. Alors Yamal a débuté son match très très fort, il nous a rappelé toute sa qualité, mais c'est un truc de dingue à quel point Nuno Mendes est un joueur qui est capable de faire mal devant, mais qui peut également bloquer son vis-à-vis. Et j'ai envie de dire un petit peu la même chose pour Hakimi, un Hakimi que j'ai particulièrement apprécié sur les phases défensives. Alors il a brillé devant évidemment, mais ça on le dit toujours avec Hakimi, mais son volume lui permet également de t'apporter de l'assurance en défense, une assurance qui venait également de Zabarni, titularisé à la place de Marquinhos et qui a parfaitement fait le job. En face, du côté du FC Barcelone, t'as quand même eu des prestations intéressantes. Yamal dès le début, vraiment il a mis le feu, mais t'as manqué de cette petite capacité à faire la différence. Et face au pressing du Paris Saint-Germain, face à la cohérence tactique de cette équipe, il t'a manqué ce petit truc supplémentaire. Ça aurait peut-être pu venir d'un bon match de Dani Olmo, mais en l'occurrence son match était mauvais et je trouve que ça a été préjudiciable pour les Espagnols. En tout cas, grosse victoire du Paris Saint-Germain à la dernière minute grâce à Gonzalo Ramos, certes, mais ils étaient loin d'être favoris vu les absences. C'est à mettre au crédit de Luis Enrique. Franchement, je comprends rien à Monaco. Il décroche un nul face à Manchester City et Dieu sait qu'il fallait se lever tôt pour avoir un match nul face à cette armada offensive qu'est Manchester. Et respect les mecs, hein, mais bordel, Monaco c'est une boîte multi-chocolat. On peut avoir des chocolats hyper bons, tu peux passer un délicieux moment, mais à tout moment tu te retrouves dans une sombre soirée de Ligue 1 et ce que tu pioches c'est un Mon Chéri. Bon, on va retenir le chocobon pour cette soirée. Voici les compos qui étaient alignés. Ansu Fati titulaire, et je le surveillais parce qu'il me redonne espoir en son football, mais les buts viennent néanmoins de Dier et de Tetze pour Monaco. Alors Dier c'est clairement ton taulier, très solide défensivement, il provoque le penalty, il transforme, et justement des tauliers, des joueurs d'expérience, des mecs qui sont
sont là pour ces grands rendez-vous européens, c'est ce qui manque à Monaco. Dire n'a pas fait des débuts absolument phénoménaux du côté du club du Rocher, mais là, il faut saluer sa prestation. Sur le match d'ensemble, on va pas se mentir, Manchester City a grandement dominé. Alors les buts attendus sont davantage en la faveur de Monaco, mais vous le voyez au niveau de la possession, vous le voyez au niveau des tirs, et ceux qui ont vu le match l'ont vu également au niveau des temps forts. C'est City qui a davantage brillé, reste que Monaco a eu un excellent double pivot et que son milieu de terrain a été très solide, reste que Monaco a su plier mais n'a jamais rompu, reste que Monaco a su convertir les occasions quand il le fallait, et que du coup il mérite ce match nul. Alors peut-être que si tu rejoues le match 40 fois, tu as 35 victoires de Manchester City, notamment grâce à Erling Haaland qui a mis un doublé, le cyborg en est en 8 matchs à 11 buts, c'est une dinguerie, mais en tout cas je dis bravo au Monégasque. Le verdict est tombé pour Medina, le défenseur argentin était la seule mauvaise nouvelle du côté de Marseille après le match formidable face à l'Ajax. Il s'est fait une entorse de la cheville, une entorse qu'on connaît tous à notre échelle, je pense que tous les sportifs amateurs ont connu ça, sauf qu'ici elle est plutôt grave et elle devrait le tenir éloigné des terrains pendant 2 mois. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, je m'inquiète pas trop pour cette absence, évidemment elle est préjudiciable pour des questions de profondeur de banc, mais concernant les titulaires, en charnière tu peux compter sur Aguerd, tu peux compter sur Pavard, tu peux compter sur Balerdi, à gauche Emerson a montré de très très belles choses, donc finalement c'est davantage pour Medina que je me dis que c'est une petite galère. Il a débarqué à Marseille avec un souci de blessure, là il en a une nouvelle, 2 mois c'est quand même pas rien, il faudra attendre encore un peu plus que 2 mois pour qu'ensuite il retrouve son plein niveau. C'est un joueur qui arrive dans un contexte concurrentiel et les blessures ne l'aident vraiment pas, donc j'espère de tout cœur qu'il va être très solide mentalement et qu'il va réussir à s'accrocher, parce que pour reprendre une place de titulaire du côté de Marseille, va falloir se lever tôt, mais autant ça me fait un peu de peine pour le joueur, autant je me dis que c'est paradoxalement une bonne nouvelle de constater ça pour Marseille, pas la blessure, mais le fait que ce soit concurrentiel, parce que ça prouve aujourd'hui que les Marseillais ont une équipe extrêmement compétitive. Vous savez comment c'est en Espagne, on aime le mercato, et d'ailleurs dès qu'un joueur n'est pas au FC Barcelone ou au Real Madrid, on se sent impérativement le besoin de le faire bouger, de le mettre au cœur de rumeurs, et évidemment un crack comme Julián Álvarez ne fait pas exception. Il a beau avoir débarqué à l'Atlético Madrid il y a à peine une année, il est au cœur de très nombreuses rumeurs mercato et le principal intéressé a répondu. Bon, en gros son discours c'est: calmez-vous, je viens d'arriver, circuler, il n'y a rien à voir, je pense qu'à l'Atlético et je veux gagner ici. Et franchement, je le comprends, parce que c'est un joueur qui est parti d'un très grand club, Manchester City, parce qu'il était barré par la concurrence d'Haaland, et à l'Atlético Madrid, il est unanimement reconnu par les médias, mais également par son entraîneur comme le joueur clé, le joueur le plus talentueux. Ça doit lui faire plaisir, et certes l'Atlético n'est peut-être pas un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, n'a peut-être pas autant de chances de gagner des compétitions européennes, mais ça reste un très grand club, un club dans lequel il s'épanouit, puisque depuis son arrivée, il en est à 36 buts et 11 passes décisives en 65 matchs, cette saison 8 matchs, 7 buts, 3 passes décisives, c'est très bien, il a un contrat jusqu'en 2030, il a seulement 25 ans, donc on va se calmer, surtout que moi ça m'énerve un peu de me dire que tous les gros joueurs sont obligés d'aller dans les 5 mêmes clubs au monde. Il faut des gros joueurs qui sont dans des très bons clubs, parce que je le redis, l'Atlético c'est un truc énorme, mais qui sont pas forcément que Chelsea, City, le Bayern, le Real, le Barça, le PSG, vous voyez un petit peu l'idée. Donc vraiment, on espère qu'Alvarez va rester de longues années du côté de l'Atlético. Le rassemblement de l'équipe de France va être l'occasion de voir de nouvelles têtes parce que Marcus Thuram s'ajoute à la très longue liste des blessés offensifs du côté des Bleus. On ne pourra donc pas compter sur Désiré Doué, sur Ousmane Dembélé, sur Cherki et donc sur Thuram. Le joueur de l'Inter devrait être absent environ 1 mois et c'est marrant parce qu'on peut presque dire que c'est une bonne nouvelle pour le club italien étant donné qu'il va manquer la trêve internationale mais que derrière il va faire son retour assez rapidement et dans un état relativement frais. Je pense pas trop mouiller en disant que du côté des supporters des Bleus, on va pas trop s'attrister de l'absence de Marcus Thuram pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une concurrence phénoménale sur les attaquants en équipe de France. Malgré tous les absents, t'as quand même des joueurs de talent qui seront présents. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement que Marcus Thuram n'a jamais autant brillé avec l'équipe de France qu'en club. Parce que oui, en club, il brille, Marcus Thuram. Depuis le début de saison avec l'Inter, c'est 7 matchs, 5 buts et 2 passes décisives. Alors je dois vous avouer que sur ces 2 derniers matchs de Serie A, je l'ai trouvé bien moins convaincant, mais il n'empêche que ça reste un joueur d'une très grande qualité.
Il faudrait songer un jour à transformer cette qualité en équipe de France et pas seulement en club. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi j'ai envie de vous faire un petit édito en speed sur un sujet que j'ai évoqué ce matin sur Twitter. C'est le premier tweet de la journée que j'ai fait. Je me retiens d'être sur Twitter au cours des soirées, je commande pas les matchs en direct et du coup des fois à 7h vous voyez popper un tweet qui est une réflexion que je me suis fait au cours de la soirée footballistique. Donc si vous avez envie d'avoir un petit indice, vous savez où vous rendre et je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h qui fait bien votre journée. Salut!